Bonjour Quentin Sagnier, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur, le président de Genesis, créé en 2018 avec Adrienne de Malray, agence de notation des terres cultivées. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi le déclic, le point de départ? C'est l'état de l'environnement et l'impact de l'agriculture. L'agriculture, c'est l'activité dans le monde qui a le plus d'impact sur l'environnement. Ouais. Et en fait, il n'y a pas d'outil pour mesurer l'impact de cette activité, mais ferme par ferme, parcelle par parcelle. Et finalement, comme c'est des chaînes de valeur très longues, avec des agriculteurs par centaines, par milliers, par millions, et puis peu d'industriels et des chaînes de production. On vend du blé à une coopérative qui vend à un meunier qui fabrique de la farine. C'est très fractionné d'une certaine façon. Ouais. Donc finalement, la connaissance de cet impact-là n'existe pas à aucun moment de la chaîne. Et le désastre continue. Ouais. Donc il faut apporter des solutions à ça. Donc c'est un outil nouveau que vous avez créé. Ça n'existait pas. Une agence de notation des sols cultivés n'existait pas. Non, il n'y a pas d'outil pour mesurer l'impact de ces activités agricoles. Et donc il fallait apporter ça. Et donc ça a été le déclic, ça a été des discussions avec des agriculteurs qui m'ont dit mais Quentin, pour sortir de cette situation, il faut s'intéresser au sol. Et je me suis dit, il va falloir utiliser en fait une mesure du sol, comme on fait de la mesure de notre sang, on fait des prises de sang, on va faire des prises de sol pour évaluer l'état de santé dans lequel se trouvent les sols qui sont utilisés pour les approvisionnements. Et dès lors qu'on va prendre en compte le sol et son état de santé, on peut changer la façon dont les gens raisonnent en fait. Les externalités négatives en fait, elles reviennent dans les systèmes de décision des entreprises. Oui, ça permet même aux agriculteurs de plus être à l'aveugle d'une certaine façon, parce que c'était ce qu'ils pouvaient dire auparavant et ce que beaucoup doivent dire encore aujourd'hui. Comment ça marche? Parce qu'il y a l'idée de départ ensuite, puisque vous créez quelque chose qui n'existait pas. Comment vous évaluez la santé écologique d'un sol cultivé? Il faut faire des prises de sol, il faut prendre des échantillons de sol et il faut les analyser pour voir si le sol fonctionne, en fait, si les fonctions du sol, le cycle de l'azote, l'oxygénation du sol pour pouvoir accueillir du vivant, avoir de la matière organique qui va pouvoir être consommée par la biodiversité du sol, pour voir si la pollution, etc., si tout ça est conforme à ce qu'on peut attendre de tel ou tel type de sol. Donc il faut prendre des échantillons, analyser sur des critères spécifiques, comme on analyse le taux de globules rouges, etc. On va analyser l'oxygénation du sol à travers de l'ADN de sol, on va analyser les caractéristiques du carbone du sol, de la matière organique, la part biodisponible de cette partie organique, un certain nombre de choses assez complexes. La pollution du sol, on va mesurer tous ces indicateurs et puis après ce qu'on doit faire c'est transformer cette mesure en une valeur normalisée pour apprécier si cette valeur elle est conforme à ce qu'on peut attendre de ce type de sol. Oui, pour comparer deux fermes qui peuvent être mitoyennes ou de régions, etc. Alors, pour, dans un premier temps, savoir si ce sol-là est en bonne ou en mauvaise santé, c'est-à-dire comme, quand on prend votre rythme cardiaque, le vôtre, il est peut-être à 80, celui d'un bébé, il est à 130, mais un bébé à 130, c'est tout à fait normal, Et pour un sol sableux, les valeurs qu'on attend sont différentes des valeurs de sol argileux. Et donc, pour pouvoir faire poser un diagnostic, il faut être capable de créer ces références-là. Et la deuxième chose, c'est comme vous le dites, pour pouvoir comparer, il faut aussi pouvoir faire ça. Peut-être pouvoir dire, cette ferme-là, qui a tel type de sol, telle autre ferme située 5000 km plus loin, qui a tel autre type de sol dans tel ou tel contexte, est-ce qu'elles sont en bonne santé? Et en fait, mes problèmes, en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant qu'industriel dans mes approvisionnements, ils se situent où? Ils se situent ici en France, dans mes approvisionnements, en Roumanie, où j'ai d'autres approvisionnements, au Brésil, où j'ai d'autres approches, etc. Ça prend combien de temps entre, comme vous dites, les prises de sol, ces prélèvements, et les résultats? C'est très long, parce que les rythmes agricoles sont longs parfois. Alors, c'est quelques semaines, c'est pas énorme. C'est 6 à 8 semaines. D'accord. Après, dans notre modèle, il y a cette prise de sol, ces analyses, etc. Mais il y a énormément de data. Il y a énormément de data pour tous ces systèmes qui vont permettre de normaliser la valeur. Mais après aussi, on va relier ces données mesurées à des pratiques agricoles pour pouvoir comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. De même qu'on le fait en santé humaine. On a un problème de fer dans le sang, ou on a un problème on va pouvoir le traiter, quoi. Voilà, on va le traiter, et ça de deux façons, en apportant des remèdes, mais d'abord en essayant de comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. Et en fait, donc... pardon de vous interrompre, vous donnez une sorte... Ça permet de définir une feuille de route, en quelque sorte, pour l'exploitation, c'est ça? Exactement. C'est de pouvoir dire, au-delà de mon état que je constate, comment je peux
améliorer cet état, c'est-à-dire quelles sont les pratiques que je dois changer, quels sont les problèmes que j'ai et quelles sont les pratiques que je dois changer. Et quand vous analysez des centaines ou des milliers de parcelles, vous avez tout l'éventail des possibles, le pire et le meilleur aussi. Et donc le meilleur, ce sont des voies, des indications sur les voies à suivre possibles pour s'améliorer. Oui, et les bonnes pratiques. Comment vous avez été accueillis? Parce qu'il vous nous l'avez dit, il y a des agriculteurs qui sont en demande, mais il y en a d'autres qui ont dû vous voir arriver comme, je sais pas, un chien dans un jeu de quilles, quoi. Vous voyez, comment vous avez été accueillis? Alors, d'abord, nos clients, c'est des industriels, c'est des coopératives, c'est des grandes organisations qui font appel aux agriculteurs. Donc, les agriculteurs qu'on va voir, c'est des agriculteurs que ces entreprises nous demandent d'aller voir, et donc on doit les convaincre de travailler avec nous, d'accepter qu'on fasse des prélèvements, etc. Oui, il y a une sorte d'effet domino des impératifs environnementaux. Exactement. Et 100% des agriculteurs acceptent. Parce que l'agriculteur, pour lui, sa terre, c'est son premier actif, que dans les conditions actuelles, les situations climatiques, on a un mois de pluie, un mois de chaleur, etc. Il sait qu'il doit s'adapter, il sait qu'il y a des choses qui peuvent avoir à changer. Il y a des questions, alors il y a ces questions environnementales qui sont centrales, il y a aussi les questions du rendement. Est-ce que ça permet d'avoir un meilleur rendement ou est-ce qu'au contraire, parfois on est obligé de prendre des décisions qui vont rendre la terre moins fertile? Alors, moins productive, quoi. Ouais, mais la question du rendement, c'est une très bonne question parce qu'il faut que la terre produise, on doit se nourrir. Et pas uniquement, s'habiller, tout ça vient de la terre. Mais en fait, la vraie question, c'est la durabilité des rendements et la volatilité des rendements. Est-ce qu'on va avoir des rendements dans la durée qui vont être des rendements importants ou est-ce qu'on est capable, certaines années, d'avoir des rendements exceptionnels, mais comme on est en train de matraquer son sol, quand les conditions sont différentes, on va se prendre des mauvais rendements. C'est ça, là. En fait, l'arbitrage, il se fait un peu plus à moyen terme qu'il ne se faisait sans doute autrefois. Avec des sols qui ont plus de capacité, ce que je comprends dans ce que vous nous dites, à résister justement aux effets du dérèglement climatique. C'est ça aussi. Exactement. C'est le propos, par exemple, de l'agriculture de régénération, que d'avoir des sols qui fabriquent du vivant en permanence, qu'on n'épuise pas, et donc des sols qui deviennent de plus en plus résilients aux conditions météo, qui stockent mieux la matière organique, qui stockent mieux de l'eau, dans lesquelles les plantes vont aller chercher la ressource plus en profondeur, etc. Donc tout ça, en fait, ça permet au sol et aux exploitations agricoles de mieux résister. Est-ce que ça part aussi d'un aiguillon réglementaire, soit français, soit européen? C'est-à-dire que vos clients qui sont l'industrie agroalimentaire, des collectivités, est-ce qu'ils se sont dit, oulala, il y a la réglementation qui est en train de changer, il faut qu'on se mette aux normes, quoi? Si on veut que ça bouge, il faut que la réglementation bouge. D'accord. C'est indispensable. Les entreprises, elles peuvent avoir les meilleures volontés du monde. Le premier objectif n'est pas la protection de l'environnement. Elles vont le faire parce qu'elles vont être incitées à la fois par des risques liés à leur gouvernance, à leur image, etc., mais aussi à des risques juridiques liés au fait qu'il y a une réglementation en Europe qui vient et qui est de plus en plus importante. Et en France, à la loi climat, la loi climat, la CSRD, la Corporate Directive sur l'environnement de l'Union européenne, qui impose aux entreprises d'avoir un reporting sur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire sur tout leur scope, sur tout l'ensemble de leurs approvisionnements agricoles en particulier. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'outils. Maintenant, ces outils sont là. Il faut que aussi la loi contribue à l'imposer. Est-ce que l'Europe est mieux-disante par rapport à d'autres parties du monde? La sensibilité en Europe est incomparable de ce qu'elle est aux États-Unis, par exemple. Notamment sur ces questions agricoles. C'est absolument déterminant. C'est-à-dire vous arrivez avec votre produit, votre proposition aux États-Unis aujourd'hui, on vous regarde comme un extraterrestre? Je pense que les entreprises américaines qui travaillent pas sur le sol européen, sur ces questions-là, je pense ne comprendraient à peine de quoi il s'agit. Mais on a des partenaires américains, on a déjà fait un certain nombre de travaux aux États-Unis, mais voilà, l'endroit dans lequel ce projet peut se développer, c'est vraiment l'Europe, et c'est un atout majeur aussi pour l'agriculture européenne. Oui, j'allais vous poser la question et on va conclure là-dessus. Donc pour vous, c'est plus un atout qu'un boulet, parce qu'on pourrait considérer, et on entend parfois ce discours-là, dire attention, on finit par se mettre tellement de règlements au niveau européen que ça nous rend moins compétitifs par rapport à nos concurrents sur d'autres continents. Mais c'est globalement assez faux, en fait. Quand la réglementation est bien faite, regardez ce qui s'est passé dans l'automobile.
Les mieux-disants en matière de réglementation, c'était les Allemands. Ils ont été les plus durs en matière de réglementation automobile. Ce sont les leaders, ils ont été très longtemps, en tout cas les leaders du marché mondial de l'automobile. Grâce aussi à leur capacité à créer un certain nombre de contraintes positives qui assurent la sécurité des voitures, parfois sans respecter leurs propres règles, mais ça, c'est un autre... C'était ce à quoi je pensais. J'ai vu ça dans votre règle. Mais ça, c'est un autre débat. Effectivement, merci beaucoup Quentin Sagnier et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler du plan vélo.